et à tous. La société que j'ai créée environ il y a un an a l'objectif en fait de développer des projets dans le domaine énergie, environnement, hydrogène. Vous allez comprendre pourquoi en fait ces trois domaines. C'est pour ça que le nom en français envie, technologie est en fait composé de la partie énergie, environnement et surtout de l'hydrogène. Alors pour commencer à parler de l'hydrogène, pourquoi un point spécial sur l'intérêt spécial pour l'hydrogène? Je pense que c'est un maillon, comme Jean-Marc l'a bien dit, pour le stockage, mais au-delà de ça, c'est un maillon essentiel dans la transformation des systèmes énergétiques vers des renouvelables. Donc, il y a trois grands domaines d'application. Il y a la mobilité à base d'hydrogène, le stockage d'énergie à base d'hydrogène et l'hydrogène qui permet de décarboner certaines parties de production industrielle qui sont très lourds en émissions de CO2. Alors, pour commencer, quand même, quelques chiffres. La production d'hydrogène verte, alors l'hydrogène vert, c'est en fait un hydrogène qui est produit sans émettre de CO2 et aujourd'hui entre 7 centimes et 21 centimes le kilowattheure. Si on traduit ça en kilogrammes de H2, en kilogrammes d'hydrogène, ça représente entre 3 et 7 à 8 euros le kilogramme. Donc, si je commence avec la mobilité, on sait aujourd'hui que pour utiliser l'hydrogène dans la mobilité, on a besoin d'un coût au kilogramme qui est dans la fourchette entre 1 et 4 euros. Donc, on commence à accéder, en tout cas pour la partie haute de la fourchette, on commence à accéder aujourd'hui pour la mobilité à des coûts qui commencent à être intéressants. Alors, dans la mobilité, c'est quoi en fait? Quelles sont les applications particulières qui sont intéressantes pour l'hydrogène? Eh bien, c'est essentiellement tout ce qui a tout ce qui est lourd éventuellement, des trajets longs, voire des temps d'utilisation très importants. Donc, les camions poids lourds sur long courrier, les bus, les trains diesel, oui, ça existe encore, les trains diesel, aussi en France, et notamment aussi en Allemagne. Donc, ça, c'est un des sujets extrêmement intéressants à convertir. Et donc, ça se passe déjà aujourd'hui, notamment un projet en France qui vient d'être annoncé début de cette année. Et les engins de manutention. Donc, ça sont les applications intéressantes. Après, en ce qui concerne les voitures pour les privés, là, c'est quelque chose qui va durer probablement encore un peu plus de temps. Il faut savoir que quand même, l'hydrogène reste, par rapport à la batterie, une technologie avec en fait une complexité assez importante. Donc, il faut maîtriser. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans l'utilisation, dans une utilisation bien maîtrisée d'une pile à combustible pour un automobile. Donc, ça ajoute des coûts. La pile à combustible, bien sûr, une technologie, ça j'y reviendrai, qui a besoin encore d'améliorations importantes pour accéder à quelque chose qui soit intéressant pour des véhicules privés. Voilà, donc, regardons rapidement les avantages de l'hydrogène par rapport à la batterie dans le domaine de la mobilité. Alors, bien sûr, les avantages évidents sont le poids et l'autonomie. L'autonomie qui est similaire au carburant fossile. Il y a un des avantages qui est mis en avant souvent pour l'hydrogène par rapport à la batterie, mais qui en fait qui est les pertes de conversion depuis l'énergie électrique vers l'hydrogène. On a des pertes environ de 20 à 25%, mais en fait, ce sujet est déjà intégré dans le prix de production d'hydrogène. Donc, ça devient en fait un sujet de compétitivité qui est déjà bien intégré dans les chiffres que je viens de mentionner au début, les 1 à 4 euros par kilogramme.
Un autre grand avantage par rapport à la batterie, eh bien, c'est du domaine du développement durable. C'est qu'on n'a pas besoin, pour les batteries, on a besoin de terres rares qui sont géopolitiquement, un minimum géopolitiquement difficiles à procurer sur le temps, ce qui n'est pas le cas pour l'hydrogène. Et aussi, enfin, par contre, ce qu'on a besoin pour la pile à combustible, c'est des quantités relativement importantes de platine. Aujourd'hui, on est aux alentours de 5-6 grammes par pile à combustible pour les véhicules. Par contre, le truc intéressant, c'est que le recyclage est déjà bien maîtrisé. Donc aujourd'hui, on arrive à récupérer tout le platine, ou presque tout le platine qu'on met dans des catalyseurs, parce qu'en fait, ces procédés de recyclage ont été développés pour les catalyseurs de voitures. On arrive à bien recycler tout ça. Par contre, la chose importante est de réduire davantage le pourcentage, enfin l'utilisation de platine dans les piles à combustible pour réduire de manière importante les coûts. Alors, j'en arrive au stockage d'énergie. Donc, on est tout à fait d'accord que le stockage d'énergie avec un système en majorité de production à base de renouvelables est essentiel, est indispensable, je dirais même, parce que l'intermittence fait que on a besoin de stocker l'énergie pour des durées différentes, des durées courtes, des durées longues. Ce qu'il faut garder en tête, parce que souvent la question arrive, pourquoi est-ce que le stockage, surtout en Allemagne par exemple, où en fait on est en train d'arrêter le nucléaire et le charbon, donc grosse difficulté de maintenir des réseaux stables et de continuer à développer les renouvelables. Donc pourquoi est-ce que le stockage d'énergie n'est pas plus répandu que ça? Et le point simple est qu'en effet, ça représente quand même toujours encore des coûts extrêmement importants, 50 à 100% de coûts supplémentaires sur le coût de production. C'est-à-dire essentiellement au maximum, on est environ à doubler le coût de production à travers le stockage. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cas, en effet, il est plus intéressant de maintenir des capacités de réserve de production, voire de construire ou d'avoir des capacités de renouvelables en surplus, et après de se débrouiller pour vendre la surproduction. C'est ce que fait l'Allemagne, par exemple, vers la France ou vers les pays de l'Est. Elle vend la surproduction renouvelable vers l'extérieur. Donc, si on regarde après les domaines d'application dans le stockage, l'hydrogène, en effet, une place bien déterminée. Aujourd'hui, le stockage, il y a déjà du stockage qui se fait sur le réseau, c'est du stockage hydraulique. Donc, partout où il y a des stations de pompage, il y a automatiquement aussi la possibilité de faire du stockage d'énergie. Par contre, ce stockage est bien sûr limité au nombre de stations de pompage qui existent dans les zones alpines en France, en Allemagne, en Suisse. Il y a des pays, en effet, qui ont des capacités beaucoup plus importantes, comme la Suisse ou les pays nordiques. Mais donc ça reste quand même le stockage existant. Après, les deux autres technologies sont bien sûr la batterie et l'hydrogène. Euh, L'hydrogène, le gros avantage, bien sûr, encore une fois, est de pouvoir accéder à des capacités extrêmement importantes sans rajouter de coûts exorbitants. Et surtout, le stockage a une différenciation très importante par rapport à la batterie, c'est qu'il permet de stocker de l'énergie sur des durées longues. Et il n'y a pas beaucoup de technologies qui permettent de faire ça. On en a besoin dans les systèmes énergétiques parce que justement, les variations entre saisons, hiver, été, demandent, pourraient demander sur des utilisations d'énergie renouvelable très importantes, donc au-delà de 50-60%, d'avoir des stockages d'énergie qui permettent un transfert de l'énergie d'une saison à une autre. Voilà, donc
Ceci dit, pour moi aussi, l'hydrogène a un intérêt extrêmement important dans le stockage, c'est qu'en fait, il permet des applications, d'accéder à deux applications à la fois. Alors, imaginons par exemple une unité de stockage dans le réseau à proximité d'une station de recharge d'hydrogène. En fait, là, c'est facile. On peut transférer, si la situation de stockage le permet, on peut transférer de l'hydrogène d'une application vers une autre, la mobilité dans ce cas-là. Et ça, à mon sens, là, pour l'un et pour l'autre, ça peut aider à rendre toutes ces applications plus rapidement rentables du fait de pouvoir utiliser l'hydrogène pour l'industrie, pour la mobilité, pour le stockage dans les réseaux. Voilà, donc ceci pour la partie un peu générale de ce qui préoccupe ma société et la raison aussi pour laquelle on s'est focalisé sur l'hydrogène. Alors, je vais quand même vous donner une petite lumière sur le point qui nous intéresse très particulièrement. C'est en fait la gasification de déchets. Alors là, vous allez me dire, ouh là là, ça c'est un sujet très particulier. Oui, ça l'est en fait, c'est un sujet ancien, mais en fait, la gasification de déchets, en fait, elle avait été développée initialement pour détruire tout type de déchets euh, et, euh, voilà, en fait, de ne pas avoir de résidus nocifs et aussi de pouvoir extraire de l'énergie. Maintenant, la gasification de déchets de nos jours est en plus intéressante parce que, un, elle permet de détruire les déchets sans émission de CO2 par rapport au brûlage. Et elle permet aussi d'extraire l'hydrogène contenu dans tout type de déchets, surtout les plastiques, par exemple. Donc, là, on travaille actuellement avec une société californienne. Enfin, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de développer ce type ou de mettre au point ce type de technologie. Pour vous donner un ordre de grandeur, une idée là-dessus, si par exemple tous les déchets ménagers en Allemagne étaient traités de cette manière-là, ça permettrait d'extraire l'hydrogène nécessaire pour opérer l'ensemble des voitures privées en Allemagne à base d'hydrogène. Donc c'est quand même des quantités assez importantes. Ça demande enfin, une maîtrise du procédé importante. Aujourd'hui, ce type de procédé n'a pas pu encore voilà, être développé à grande échelle parce que justement, à grande échelle, les procédés industriels n'étaient pas suffisamment stables. Il y a eu déjà des projets pilotes en Allemagne, en France, je pense aussi, qui ont, euh, qui ont été mis en place, mais ça n'a pas encore donné les résultats souhaités. Voilà. Donc, on espère qu'on pourra accéder ici à quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça permettrait de produire de l'hydrogène quasiment à coût marginal zéro, parce que l'unité de traitement de déchets se finance par les coûts d'accès à la déchetterie. Et donc, l'extrait d'hydrogène est quasiment, entre guillemets, for free à ce stade. Voilà, donc je m'arrête ici. Enfin, j'ouvre à vos questions et merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Marcus. Écoute, tu as une première question de Valérie Villemot. Valérie, je te laisse poser ta question. Bonjour Marcus, Bonjour Valérie. merci beaucoup. J'avais une question concernant les poids lourds et la transition. Et donc, votre avis, alors je sais que c'est une question sans doute difficile, mais est-ce qu'il y a des études ou votre vision euh, parce qu'on a une alternative gaz-biogaz sur le transport routier, et quelle est votre vision dans la perspective de la transition, comment elle va s'opérer à la fois en termes de délai d'implantation, de différenciation de coûts aussi, parce que quand on parle de gaz sur les camions, il y a toute la question du GNV et du biogaz derrière.
Et est-ce que, en termes de compétitivité, biogaz et hydrogène, voilà, pour le D'accord. transport du poids lourd. Et du coup, quelle est la position finalement des transporteurs par rapport à ces questions-là? Oui, ça c'est une excellente question. Alors, pour peut-être je dirais vu du marché aujourd'hui, euh, enfin, il y a pas vraiment de plan de transition. C'est un marché en développement. Donc, peut-être si je modifie ou si je formule votre question différemment, je dirais quelle est la technologie qui a le plus de chances de s'imposer. Oui, c'est ça. Euh, donc, vis-à-vis de la batterie, ça semble assez clair. Vis-à-vis du biogaz, en tout cas là, on est sur des champs quand même assez similaires par rapport à l'hydrogène. Aujourd'hui, je dirais l'intérêt de l'hydrogène, surtout, enfin là je parle surtout pour l'Allemagne, c'est en fait le champ très large d'applications que je mentionnais tout à l'heure. Pour l'Allemagne, par exemple, actuellement, l'Allemagne est très focalisée sur la décarbonisation des aciéries, donc l'application industrielle, qui sont très fortement émettrices de CO2. Les producteurs d'acier s'intéressent à l'hydrogène et donc l'État met un paquet là-dessus. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet de rendre l'hydrogène plus présent sur le marché et de baisser finalement aussi les coûts de production ainsi. Donc, je pense que ce sera certainement une concurrence. Euh, Concernant les transporteurs, je pense qu'ils n'ont pas d'avis. Pour eux, et, enfin, de ceux que je connais, les transporteurs, en fait, enfin, les sociétés de logistique, euh, n'ont même pas le temps de se poser la question. Essentiellement, ils essayent de voir comment est-ce que quelqu'un arrivera euh, avec une solution attractive pour réduire l'émission de CO2, mais ce ne sont pas des sociétés qui nécessairement sont leaders dans l'intégration d'une technologie ou de l'autre euh, en termes de réduction de CO2. Donc, et là, il faut peut-être regarder les OEM d'automobiles, voir enfin, toute la chaîne de valeur euh, dans l'automobile. Et là, en tout cas, je dois constater qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se mettent à la question de transport à base d'hydrogène. Un exemple, Plastic Omnium, un des grands Tier 1 suppliers dans l'automobile mondiale, une société française, a émis, enfin, a montré des objectifs assez importants pour développer l'hydrogène, pour être leader dans l'hydrogène. Donc, je pense que c'est surtout ça qui va faire évoluer le marché et peut-être qui va décider la balance entre, par exemple, dans ce cas-là, le biogaz et l'hydrogène. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Marcus? Oui, moi j'en ai une. Tu as dit tout à l'heure, Marcus, que le gros avantage du stockage de l'hydrogène par rapport aux batteries, etc., c'était la durabilité dans le temps. Oui. Est-ce qu'on, par rapport, le problème de la batterie aussi, on a un pourcentage qui s'estompe au fur et à mesure, donc en autonomie. Dans l'hydrogène, on n'a pas du tout de perte dans le temps, ou il y en a très très peu. Comment on le gère? Est-ce qu'on a la connaissance Oui. de la Non, perte? en fait, ça c'est déjà bien connu. En fait, la manutention, enfin, l'utilisation d'hydrogène dans l'industrie est quelque chose, heureusement, qui est déjà le cas depuis longtemps. Et donc, le stockage d'hydrogène est une technologie bien maîtrisée. Et ça fait toujours assez peur parce qu'on parle de pression de 700 bars, on parle quand on connaît quand même les essais en physique à l'école, où quand on rejoint l'hydrogène avec de l'air, ça fait pouf. Donc, ce n'est pas forcément bon, mais dans la réalité, le stockage d'hydrogène est très bien maîtrisé. Par contre, ça demande des technologies de stockage assez avancées. Donc, par exemple, les aciers
Enfin, l'hydrogène est quand même une molécule, le H2 est une molécule un peu agressive. L'acier, par exemple, ne tiendrait pas justement au stockage d'hydrogène. Donc, on a d'autres matériaux, des revêtements qui sont utilisés pour assurer justement de contenir l'hydrogène en toute sécurité pendant des durées extrêmement longues. Donc oui, en effet, on n'a pas de creep, on n'a pas de perte d'hydrogène sur des durées de stockage, même de plusieurs années. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou sinon je vais vous inviter à passer à la prochaine et dernière présentation. Un grand merci Marcus. Donc Monique, là, Monique a une question. J'avais Ah, une dernière Monique. question, si Vas-y, c'était Monique. possible, Hélène. Vas-y, je t'en prie, Monique. Mais elle est adressée à tous les experts. Moi, je me posais la question, notamment sur le stockage de l'énergie. Je me posais la question sur les sources d'énergie. Est-ce que nous, en tant qu'humains, on pourrait être aussi source d'énergie et est-ce qu'il existe des moyens de stocker notre énergie, je ne sais pas, quand on marche, quand on fait du footing, voilà. Je pose une question assez ouverte et comme je ne m'y connais pas, je voulais savoir votre avis en tant qu'expert. Enfin, spontanément, et je laisse aussi les autres réagir, mais spontanément, la seule chose qui me vient à la tête, c'est en fait toutes les technologies connectées wearable, donc tout ce qu'on porte sur le corps, où souvent justement la production d'énergie pour ces appareils, entre guillemets, électroniques, est faite du mouvement de la personne. Euh, et donc, enfin, ce sont bien sûr des quantités d'énergie assez petites, euh, mais, euh, mais à mon sens, c'est là où peut-être ce que vous mentionnez a le plus d'application. D'autres retours sur la question de Monique? Tout à fait d'accord avec Marcus. C'est là où sont les applications. Après, je dirais que ce sont des usages qui sont très, très limités. Et là encore, j'en viens à une question de coût. C'est que le coût de ces appareils pour la puissance que l'on va pouvoir récupérer sur le corps humain est extrêmement élevé. Donc, c'est très bien pour tout ce qui est non connecté au réseau et donc des applications sur lesquelles on ne peut pas avoir de tirage depuis un réseau de puissance. Mais après, c'est très bien et très limité dans son application à la fois.